Mercredi 29 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Conseil des ministres de cette semaine a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi pour autorisation de ratification de l'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Au cours de cette séance, plusieurs autres décisions ont été prises. À suivre dans cette édition la substance des échanges issus du Conseil des ministres. Le 11e mois de l'année est dédié à la sensibilisation sur les maladies masculines et en particulier le cancer de la prostate. Moins médiatisé que d'autres types de cancers, mais avec un taux d'incidence aussi élevé, ce cancer touche les hommes âgés de plus de 65 ans. Vous suivrez dans ce 19h Dr Fouad Soumanou, chirurgien urologue, qui s'explique sur les causes et conséquences de cette maladie. Hors de nos frontières, près de 3 tonnes de cocaïne ont été saisies ce mardi sur un navire arraisonné au large du Sénégal. À bord du conteneur, près de 10 personnes, dont un Sénégalais et 2975 tonnes de cocaïne, ont été retrouvées. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi sa session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note la création de médailles militaires des forces armées béninoises, la condition d'ouverture et d'exploitation des salles de fête. Modalité de reversement et de reclassement de 234 fonctionnaires de police dans le corps des officiers de police au grade de commissaire de police, stagiaires et commissaires de police de 2e classe. Création du Centre national d'investigation numérique, CENIN. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2022. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'adhésion de la République du Bénin à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Création de la Société de développement hôtelier du Bénin et approbation de ses statuts. Approbation des statuts de l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Réalisation des études architecturales et techniques en vue de la réhabilitation des bâtiments de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin SA, contractualisation avec des bureaux d'études techniques pour la validation des dossiers d'exécution, le suivi et le contrôle des travaux de construction, réhabilitation et d'équipement des infrastructures standards du secteur de l'éducation. Exécution du programme de réfection de pistes rurales et des routes en terre classées pour la campagne 2023-2024. Mise en stage pratique de 30 médecins et paramédicaux en chirurgie cardiaque dans des hôpitaux étrangers.
compte rendu de pratiques illicites d'ONG prétendant faire des contrôles sur les marchés. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération, au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonce au sommaire de cette édition intitulée Novembre bleu, le 11e mois de l'année est dédié à la sensibilisation sur les maladies masculines et en particulier sur le cancer de la prostate. Moins médiatisé que d'autres types de cancers, mais avec un taux d'incidence tout aussi élevé, cette maladie touche les hommes âgés de plus de 65 ans dans les 2/3 des cas. Cancer le plus fréquent chez les hommes, il présente une évolution souvent lente. Dr Fouad Soumanou, chirurgien urologue, s'explique sur le cancer de la prostate et ses symptômes. Suivez plutôt. Le cancer de la prostate, c'est de ça dont il s'agit. Le cancer de la prostate, c'est une maladie méchante, je vais aller par ce thème, qui attaque uniquement la prostate et qui, à la longue, peut se propager dans tout l'organisme. Alors, en termes scientifiques, c'est une prolifération anarchique des cellules de la prostate au cours de leur développement. Alors, dès que les symptômes apparaissent, quand il y a cancer de la prostate, c'est que la maladie est déjà très évoluée. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, Novembre bleu, c'est dans le cas de dépistage du cancer de la prostate et pour éviter ce cancer qu'on a parlé de Novembre bleu. Alors, les symptômes du cancer de la prostate, ce ne sont pas des symptômes spécifiques au cancer de la prostate, mais on peut citer par exemple le fait d'avoir du sang dans les urines. Je ne dis pas que tout patient qui pisse du sang dans les urines déjà a un cancer de la prostate, mais c'est un symptôme majeur chez les hommes. Le fait d'uriner du sang, comme on le dit, hématurie dans le jargon médical, ou bien le fait d'avoir des douleurs osseuses aussi peut entraîner ce patient à venir en consultation. Ou bien le fait aussi d'avoir des symptômes de la maladie prostatique bénigne, tels que le fait d'uriner beaucoup de fois la nuit, de pousser pour uriner, d'avoir des amphibies fréquentes d'uriner, ou bien d'uriner en petite quantité, sont autant de symptômes qui peuvent faire venir un patient en consultation urologique. Et au décours duquel, après la consultation urologique, le chirurgien urologue découvrira, après un toucher rectal, qu'il y a une substitution de cancer de la prostate. Parlons toujours du cancer de la prostate. Les risques de cette maladie augmentent avec l'âge. Les probabilités de recevoir un diagnostic de ce cancer sont plus élevées après l'âge de 50 ans. Suivons à nouveau le Dr Fouad Soumanou, chirurgien urologue, qui nous expose ici les facteurs à risque et le traitement du cancer de la prostate. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumbi et Ulrich Amegaboui. Quand on parle de cancer, il y a les facteurs de risque qu'il faut connaître. Alors, les facteurs de risque de cancer de la prostate chez l'homme, il y a l'âge. Plus on prend de l'âge, plus on est exposé. Déjà à partir de 40 ans, il faudrait que tout homme aille voir son urologue pour aller faire un check-up, comme on le dit, naturellement. Mais ce check-up concernera uniquement la prostate à partir de 40 ans. Mais plus on avance en âge, plus on présente le risque de développer un cancer de la prostate. Alors, après le facteur âge, il y a le facteur hormonal. Tout homme que nous sommes exposés à développer un cancer de la prostate parce que nous sécrétons la testostérone, qui est une hormone sexuelle mâle et qui est très importante dans le développement des caractères sexuels secondaires de l'homme, petit h. Alors, c'est de cette hormone que se nourrissent surtout les cellules prostatiques. Et c'est cette hormone qui va faire croître ces cellules prostatiques. Alors, après le facteur hormonal,
Nous avons aussi le code génétique, c'est-à-dire l'hérédité. Le cancer de la prostate se transmet souvent de père en fils, pour être plus explicite. Alors, il y a l'hérédité qu'on appelle souvent le code génétique. Alors, d'autres facteurs viennent aussi influencer les femmes, les mamans qui font le cancer du sein. Leur garçon, leur enfant garçon a un risque de développer un cancer de la prostate à partir d'un gène mutant parce que la maman, autrefois, a fait un cancer du sein. Donc, il faudrait qu'on ajoute ça maintenant pour que la population aussi sache que, aussi bien, les femmes qui font un cancer du sein sont à même de transmettre le cancer de la prostate à leur fils garçon. Les facteurs pour lutter contre le cancer de la prostate, je pense qu'il faut avoir, comme tout cancer, il faut avoir une alimentation saine et se surveiller à partir de 40 ans, c'est ce qui est important. Aller voir son neurologue à partir de 40 ans pour faire le check-up sur la maladie prostatique. Alors, le traitement, il faut d'abord le diagnostic. Le diagnostic est posé au cours d'une consultation chez l'urologue à partir d'un toucher rectal et à partir d'une biopsie prostatique qui sera effectuée sur cette prostate qui schématisée la voilà. Donc, la prostate est en dessous de la vessie. La biopsie prostatique va intéresser cette partie, cette prostate bien sûr, pour un prélèvement qui sera envoyé en anatomie pathologie, c'est l'anapathe qui va nous dire oh oui, c'est un cancer, non, c'est pas un cancer. Et dès que le cancer est diagnostiqué, il faut demander aussi des examens complémentaires tels que l'IRM, le scanner, qui nous permettait de faire un bilan d'extension de la maladie et de savoir à quel stade la maladie est déjà. En fonction du stade de la maladie, on lui proposera bien sûr un traitement. Ce qu'il faut savoir, la différence ici, c'est que puisqu'on diagnostique vite le cancer de la prostate, puisqu'il est pris en charge et il guérit. Parce qu'au Bénin, le cancer de la prostate s'opère. Mais lorsqu'il est localisé, c'est-à-dire lorsqu'il est vite diagnostiqué, il s'opère et se prend en charge au Bénin. Alors, les formes évoluées, mais les formes évolutives aussi se prennent en charge, mais avec les médicaments. Et les médicaments du cancer de la prostate sont très honorés. C'est pour ça qu'on demande à la population de vite se faire dépister pour se faire prendre en charge chirurgicalement afin qu'ils puissent en guérir. On parle culture dans cette édition, récemment objet de la série Black Santiago Club sur Canal+. Le légendaire orchestre Black Santiago de Cotonou n'est pas assez connu de toutes les générations. Le chef d'orchestre Yves Gontran-Valette, alias Gobi, fait la genèse du Black Santiago au micro de Carles Kitome à l'occasion du 60e anniversaire du groupe musical. Le début de l'orchestre a commencé au Bénin. Et il a recruté des musiciens béninois, ils jouaient tous ensemble. Ils jouaient tous ensemble au Bénin quand ils ont voulu aller voir à côté, dans les autres pays. Alors ils sont allés au Ghana. C'est là ils ont... En temps, ils ne s'appelaient pas Black Santiago au Bénin. Arrivé au Ghana, ils ont refait le groupe, ils ont pris des Ghanéens dedans. Et ils ont commencé par animer dans des clubs. Non, moi, j'étais à peine né. Ils ont commencé par animer dans les clubs. Et il paraîtrait que les clients qui venaient danser dans les clubs partaient avec des souliers usés. Et ils ont fait des remarques comme ça. Et finalement, en ce temps-là, c'était les Santiago qui étaient à la mode. Et surtout qu'ils sont spécialisés dans la salsa et le high life et tout. C'est là qu'ils ont eu l'idée de donner le nom de les Noirs du Santiago, les Noirs qui portent les Santiago. Donc alors, voilà qu'il y a une ville de Cuba qui s'appelle Santiago. Ils ont dit alors, les Noirs du Santiago. D'où le nom Black Santiago. Voilà. Donc c'est un peu l'historique. Mais finalement, ils sont restés au Ghana jusqu'à ce que le chef d'orchestre a racheté le club dans lequel il jouait et il était devenu propriétaire de ce club. Mais avec le temps, avec les rapatriements et tout,
Ils sont revenus au Bénin, ils sont partis au Nigeria pour jouer quelque temps. Donc, bref, ils ont beaucoup voyagé. Et le chef d'orchestre en question, il était un grand trompettiste et un saxophoniste. Il était très connu dans l'Afrique de l'Ouest. Et il jouait en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et il était l'ami de Fela Kuti. Fela Kuti venait l'écouter souvent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il revendique le rythme afrobeat. Il a toujours revendiqué que c'est lui qui avait créé et Fela Kuti, qui venait souvent travailler avec lui, a repris ce rythme au Nigeria. Mais la preuve, son premier morceau en afrobeat a été enregistré en 1966. Par contre, le premier morceau de Fela Kuti en afrobeat a été enregistré en 1968. Et c'était des afrobeats pareils comme ça. Donc, il revendiquait toujours qu'il est le créateur de l'afrobeat. Toujours dans le même registre, dès sa création et tout au long de ses 60 ans d'existence, le groupe Black Santiago s'est révélé une véritable école, comme le précise Yves Gontran-Valette, alias Gobi, au micro de Carles Kitoumé. Donc, il était au Bénin quand il a voulu mettre du sang jeune un peu dans l'orchestre. Et c'est là qu'il m'a recruté. J'étais élève en classe de terminale, donc malgré que je continuais mes études, j'étais musicien et professionnel. Voilà, donc c'est comme ça que je suis entré dans Black Santiago. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis resté. Je suis resté fidèle à l'orchestre. Bayo Agongolo fait partie de la famille de Souza. Oui, il était son neveu. Il était son neveu. Les enfants de Bayo? Non, il a eu un fils qui commençait pas à faire la musique, mais rapidement il a voyagé, il est allé en Allemagne, voilà. Oui, actuellement j'ai mon fils qui est notre ingénieur de son. Dans Black Santiago, je suis l'un des doyens, mais j'ai encore quelqu'un qui a intégré le groupe au même moment que moi. C'est qui? Christophe Kodi. C'est le chanteur Ali Valère. C'est parce que quand on parle de l'accident, on ne cite que les 3 qui ont disparu au moment de l'accident. Mais nous avons eu beaucoup d'artistes qui sont partis, qui sont morts. Il y a Ali Valère qui était un grand chanteur. Un bel album. Oui, oui. Qui n'a pas connu assez de succès. Voilà. Et l'album est de Black Santiago. Oui, oui, c'est moi qui étais l'arrangeur de son album. Sinon, il y a eu beaucoup d'artistes qui nous ont quittés comme ça dans Black Santiago. Bon, nous avons la chance, nous sommes encore là aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'en février 1988, on a eu un accident. On allait au nord pour aller faire une tournée au nord. Et le 16 février 1988, on a fait un accident et le bus a fait des tonneaux. Et le chef d'orchestre était décédé. Miguelito, père, était aussi dans le bus. Eric Medrid. Donc il y avait ces 3 mois-là. Nous aussi, on était dans le bus. Voilà. Donc après, Bayo a pris la relève. Il a dirigé l'orchestre pendant 28 ans, mais j'étais toujours son adjoint pour diriger l'orchestre avec lui. Maintenant, lui, il est parti par une petite maladie. Et puis voilà. Donc j'ai pris la relève parce qu'on ne veut pas laisser l'orchestre Black Santiago disparaître de cette façon. Donc j'ai continué avec les musiciens et maintenant je recrute des jeunes pour mettre encore du sang neuf dans l'orchestre. Voilà. Donc actuellement, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Mais je dirais, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être la chance que j'ai eue. Sinon, l'orchestre Black Santiago n'a jamais traversé l'océan pour aller en Europe. Depuis le temps de Yann de Souza, le temps de Agongolo Bayo,
Mais moi, j'ai pris l'orchestre, mais on a pu voyager, on a été au Quai Branly. Et c'est nous qui avions fait venir les objets d'art. Ah oui? Oui, parce que c'était la semaine culturelle, donc c'est nous qui avions été sélectionnés pour aller animer la semaine culturelle à Paris. La vie de couple est faite de hauts et de bas. Souvent, l'on est confronté à certains problèmes où l'on imagine toutes sortes de solutions. Face à certains problèmes où on n'a pas le choix, l'on prend souvent des décisions pas trop judicieuses. Une femme mariée doit-elle demander de l'aide à son ex pour soutenir son mari en difficulté? Quelques citoyens béninois donnent leur opinion sur le sujet. Ils s'expriment au micro de Nansirine Fatoumbi et Colombe Oussou. C'est pas possible chez nous au Bénin. Aller que son ex, il le donne en cas de quoi? Et au nom de quoi, pardon? Il donne l'argent à ma femme au nom de quoi? Il nous vient en aide. L'aide là, sur le plan sociologique. Et ce que nous sommes au Bénin, ce n'est pas possible. C'est interdit. La loi, que ce soit chrétienne, religieuse, et traditionnelle, musulmane, animiste, quoi là, interdit ça. Cela ne sert à rien d'aller vers son ex. Bon, aller vers son ex d'abord, pourquoi? La vie de couple n'est pas du tout facile. Il arrive des fois qu'on ait des hauts et des bas. Je ne le conseille à personne, puisque une femme mariée est une femme mariée. Même quoi qu'en soit le calvaire que ton mari est en train de traverser, tu peux aller négocier ailleurs, mais pas chez l'ex-copain ou l'ex-mari. Non, non, pas du tout. Quand les problèmes surviennent, le mieux c'est de se renforcer mutuellement et trouver des solutions. Ça veut dire Moi, je ne peux jamais admettre ça. Tu peux aller voir un autre qui va l'aider. Un parent ou bien une connaissance. Ou bien, mais d'abord, c'est le rôle de son mari même d'aller voir les gens. Hors de nos frontières, près de 3 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un navire arraisonné au large du Sénégal, plus précisément à Dakar. L'information a été annoncée par la marine sénégalaise le mardi 28 novembre 2023. Selon les informations, le navire contenait à bord 10 personnes, dont un Sénégalais. Ceux-ci ont été interceptés par des éléments de la police en patrouille. Après identification et décompte des produits saisis, il révèle que la cargaison saisie contient 2975 tonnes de cocaïne. Les enquêtes ont été ouvertes pour la suite du dossier. En janvier dernier, plus de 800 kg de cocaïne avaient été saisis par la marine sénégalaise pour rappel. En octobre 2022, 300 kg de cocaïne d'une valeur de près de 37 millions d'euros dans un camion frigorifique en provenance du Mali voisin ont été aussi saisis, avaient annoncé les éléments de la douane. Pour finir en France, la Cour de justice a rendu son verdict ce mercredi 29 novembre 2023 dans une affaire de prise illégale d'intérêt impliquant le garde des Sceaux français Éric Dupond-Moretti. Après 10 jours de procès, 1 an de prison avec sursis avait été requis contre le garde des Sceaux français et ancien ténor du barreau jugé pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre de la Justice pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat.
Le garde des Sceaux était présent au palais de justice de Paris ce jour pour entendre la décision rendue sur un sort par les juges lors d'une audience publique. Il est donc relaxé, a fait savoir les informations. Les juges de la Cour de justice de la République, en majorité des parlementaires, n'ont pas suivi les réquisitions de l'accusation, qui avait réclamé 1 an de prison avec sursis à la fin de ce procès historique. Sa défense, elle, avait plaidé relax le jeudi 16 novembre dernier, jour de son procès. Selon l'accusation, il aurait ordonné, peu après avoir été nommé ministre de la Justice, l'ouverture d'enquêtes administratives contre des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Le tribunal a estimé que ce délit n'était pas caractérisé. Avec ce verdict, la Cour de justice de la République vient clore un procès inédit puisqu'il s'agissait de la première fois en France qu'un ministre de la Justice était jugé alors qu'il est en poste. Selon l'accusation, Éric Dupond-Moretti aurait tout simplement cherché à se venger de magistrats avec qui il a eu des problèmes quand il était avocat. Il a toujours entretenu des relations conflictuelles avec cette profession. Le ministre, qui savait mieux que quiconque les conflits d'intérêts qu'il pouvait avoir avec les magistrats concernés, aurait dû s'abstenir d'être décideur, a conclu l'enquête. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle édition.